Chers tous, je me permets de vous interpeller parce que sans le vouloir, nous contribuons donc à la pollution de notre environnement. Oui, l'heure est grave. Il va falloir que nous prenions conscience parce que je ne connais personne dans ce monde qui de façon délibérée peut contribuer donc à la dégradation de son environnement. Mais ce que nous oublions, c'est que parfois, nous jetons des déchets partout. Et cela contribue donc à la dégradation de cet environnement, au risque de me répéter. Il va falloir que nous prenions conscience. Et pour prendre conscience, il faut suivre avec une attention particulière ce reportage. Tout est dit. Suivez-le attentivement parce que ce qui est dit nous interpelle. Et juste après ce reportage, nous reviendrons sur ce plateau pour échanger avec des personnes de ressources de qualité afin que nous puissions explorer quelques pistes de solutions. Bonsoir. Chaque jour à Grand Bassam, à chaque fois que les nuages couvrent le soleil, une angoisse monte dans la cité balnéaire. Le souvenir d'une journée de cauchemar que Pascal Tia n'a jamais pu effacer de sa mémoire. C'était il y a quelques mois, ici, dans ce qui est pour lui l'investissement de toute une vie. On est au West Beach. Ok. Le West Beach, comme tu peux constater, hein, c'était tout ce qui reste du West Beach. C'était ma créativité. Je voulais un peu animer mon pays et chercher un peu les sous. Ah. Et Dieu n'a pas voulu. Aujourd'hui n'a pas voulu, c'est-à-dire, quel est l'état de lieu? Ah, mais depuis le 11 juillet 2023, la montée de la marée était haute, la montée des eaux, comme vous l'avez constaté sur les réseaux sociaux. Voilà, on était là, un 11 heures, la dalle s'est écoulée et on a tout perdu. Alors on était en travaux pour faire 10 chambres d'hôtel, esplanade, restaurant, voilà, au bord de l'eau. Voilà, voilà tout ce qui nous reste. Et c'est la réponse. On a perdu beaucoup. On a perdu une dalle de 200 mètres. On a perdu presque tout. Parce que tout a refait là. Vous constatez, tout a refait. Donc les premiers investissements, on a tout perdu. Donc tout a refait. Pascal a investi 30 millions obtenus par prêt bancaire pour rénover son hôtel 3 étoiles en bordure de mer. Il avait l'ambition de passer d'un simple hôtel à un grand complexe avec restaurant, piscine, espace de jeu pour enfants et nightclub. Mais tous ces projets sont restés en suspens. Ouais, je pense bien, parce qu'avant ma dalle s'arrêtait là. Et là, il y avait le toboggan pour les enfants. La mer était encore à 20 mètres en arrière. Mais quand je vois, là, je sais que la mer avançait de 5 mètres, 6 mètres. Tout au plus, c'est 10 mètres. La mer avançait un peu, je pense. La mer avançait un peu. Et on dit que c'est un phénomène naturel, chaque 10 ans. Bon, c'est ce que les autochtones, je ne sais pas si c'est comme ça on les appelle, les gens disent que c'est chaque 10 ans. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que mon pays fait face à ça. Nous sommes les acteurs du tourisme. Mais chez nous, c'est ça. On a 700 km de côte, c'est-à-dire que de Adjaké à San Pedro derrière Beribi, à Tabou. Mais la mer évolue et ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Hein. Ça, c'est l'État maintenant. Certes, on ne les accuse pas, mais il faut qu'ils fassent quelque chose. Pascal n'était pas présent sur les lieux. Le drame commence par une pluie soudaine. Ce jour-là, la mer se déchaîne et les vagues sont de plus en plus violentes. Des vagues de 3 mètres de long dépassant le seuil de débordement fixé à 1 mètre à 75. Sur son passage, elle détruit des dizaines d'espaces. Au niveau du complexe de Pascal, le bilan est lourd. On compte revenir. Mais on peut plus. On n'a pas assez de sous. On n'a plus assez de sous. On va faire avec les moyens. Peut-être que le ministère de l'Environnement est passé, Tourisme est passé, on les attend, ce qu'ils vont dire. C'est eux qui ont le dernier mot. S'ils peuvent nous venir un peu en aide, on va réaliser le projet. Mais là, on a bout de souffle. Vous voyez, hein. Mais on fait avec nos mecs moyens. On va essayer d'abord de solidifier ce qui reste.
rendre ça solide parce que l'eau est rentrée en bas. Rendre ça solide. On a amené même un architecte, tu as vu. Et on va essayer de rendre ça solide. Et puis bon, on va mettre notre soi dans la main de Dieu. Voilà, si l'État peut nous aider. Et on leur demande de nous aider parce que là, voilà. Si on va dire qu'aujourd'hui, acheter un bien en bordure de mer est un investissement sûr. Ah, franchement, ce que moi j'ai vu, avant juillet 2023, je disais que c'était un paradis. Je disais que c'est un investissement très sûr. Je voyais mes ambitions pour la Coupe d'Afrique, vous avez vu? J'ai fait ça à cause de la Coupe d'Afrique. En ce moment-là, je devais bien, mon espace était prêt, les chambres sont prêtes pour la Coupe d'Afrique. Mais là, ça franchement, même à mon ennemi, investi au bord de la mer en Afrique, franchement, qu'ils réfléchissent encore. Les biens flottent dans tout le complexe. L'eau monte très vite. Et les clôtures n'arriveront pas à supporter la force des vagues. Donc vous avez la dalle là, où nous sommes là. L'autre moitié était là-bas. Voilà. Là, ça carrément... Ouais, coupé en deux à cause de la poutre retombée. Voilà pourquoi on a pu sauver ici. Puisque on est allé en profondeur, on est allé à plus de 4 à 5 mètres dans le sol. C'est ce qui a fait qu'ici est resté intact. Et là, vous avez vu, mais on ne peut pas. Même si tu mettais un immeuble, parce que l'eau a creusé plus de 4 mètres à 5 mètres dans le sol. C'est-à-dire que creuser, même si tu mets une fondation de 5 mètres, c'est comme si tu n'as rien fait. Voilà. Donc, la mer, la force de la mer. Mais ce que je veux dire, on a trop perdu. On a perdu. C'est un investissement. Franchement, on n'avait rien fait, on était déjà arrivé. Bon, l'hôtel, on l'a loué. C'est un hôtel qu'on a loué, c'est du 10 ans, c'était un ancien hôtel, c'était Point Blanc. Tu louais ça à quelqu'un en particulier. Et on a vu le blanc décédé pendant le Covid en Europe. Et moi, j'ai entendu le son, je suis venu, j'ai loué l'hôtel. Voilà, pour 10 ans, 20 ans, voilà. Et voilà, voilà tout ce qui me reste. Perdu beaucoup d'argent. La plage, les routes et même les habitations de Grand Bassam se retrouvent envahies, comme le montre cette vidéo réalisée par un habitant. La mer est sortie de son lit, mais qu'est-ce qui a pu provoquer cela? À quoi ressembleront les milliers de kilomètres de côte? Les experts sont unanimes, le visage de notre littoral va complètement changer d'ici les 5 prochaines années à cause d'une seule chose, le dérèglement climatique. Ces dernières années, le dérèglement climatique, tout le monde a ce mot à la bouche. Ce terme désigne des modifications du climat accompagnées d'une augmentation générale des températures moyennes à un niveau mondial. Un phénomène résultant principalement de l'activité humaine, du fait de la pollution du sol, de l'air et de l'eau. Le dérèglement climatique fait alors peser sur lui de nombreuses menaces. Il y a problème à enquêter sur des milieux comme l'eau, le sol ou encore l'air, pour comprendre à quel point l'environnement de l'homme est impacté. Pourquoi l'homme est-il aujourd'hui considéré comme étant le principal responsable du changement climatique en marche? Quel est exactement son impact sur les processus naturels qui régissent la planète? Il y a problème, ouvre le débat. Au cœur de la bouillonnante commune d'Abobo se tient le plus grand garage automobile de la capitale. Roger est un spécialiste de l'huile noire, l'huile de moteur, que récupère par milliers de litres les quelques 300 garages installés à proximité. Ah, Ouma, ça va? Ouais, ça va, ça va. Ouais, on va essayer comme ça, on peut prendre l'huile et dans leur baril. On va enlever un peu et puis on va marcher ça. Bonsoir, les patrons. Vous cherchez quoi? On cherche l'huile de vidange. Il faut passer, tu vas voir. Tu vas filmer ce qu'il fait là. Là-bas, il y en a? Oui. Tu vas filmer ce qu'il fait là. L'huile de vidange, nous on cherche. Et c'est comme ça, on appelle huile de vidange. Maintenant, regarde. Attends, on va bidon là, il y a mis l'huile dedans. C'est ça que vous collectez? Ouais, c'est comme ça, nous on collecte l'huile de vidange. On prend un peu dans les grains, on marche avec ça, on met ensemble et puis on vide dedans. Et ça là on collecte un peu. Oui,
Aujourd'hui, vous devez en prendre combien? On demande quoi? Vous devez en prendre combien aujourd'hui? Aujourd'hui là, bon, dans les jours ça marche, on peut faire 3 barriques, 4 barriques, 5 barriques. Si ça marche, on peut faire 10 barriques. Les jours ça ne marche pas, on va laisser quelques bidons, 2 barriques, 1 barrique, parce que c'est voiture. Nous on fait, mais nous on n'a pas payé voiture à Abidjan. Nous seulement là, et quand la terre fait vidange, nous on paye un peu à les mécaniciens. On collecte un peu. Donc comme ça, c'est dans des yards dans Kank que j'avais déposé. Donc quand il vient comme ça, c'est comme ça, il y a 9 dedans. Il met dans mes bidons. Le jour qu'il y a un motopon, il vient à motopon, c'est comme ça, il y a 9 dedans, et puis il met dans mon bidon. Si ça remplit le bidon, on s'en déposer. Le bidon, il paye ça à 1000 francs. Mais Roger manipule cette huile sans normes de sécurité. L'huile de vidange, un déchet dangereux qui contient plusieurs produits toxiques pour l'environnement et la santé. Les huiles de vidange sont très peu biodégradables et des organismes agréés doivent les recycler. On est où? Tu as vidange là-bas? Là, vous avez un bidon, ça fait combien ça? Le bidon là, on paye les mécaniciens, ça fait 1000 francs. Ouais. On paye le bidon, il 20 litres à 1000 francs. Les mécaniciens. Vous utilisez l'huile usagée, mais vous n'êtes pas un professionnel. Comment vous gérez tout ça? Bon, comme nous on ne travaille pas pour la société aussi, on travaille pour nous-mêmes. Il faut nous protéger, nous on ne s'habille pas dans quelque chose. Même quand nous on vient que nos huiles, elle a se gâter. On a dedans, on prend nos huiles. Mais pas dedans, ils protègent. Ouais, nous on pense que dans nos vies, on ne va pas laisser gâter. On va chercher protège. Donc quand nous on vient, on rentre dedans. On fait ce qu'on peut faire. Parce que l'huile de vidange, nous on voyait ça à diamant noir. Donc quand nous on vient, on prend et puis on fait. On renverse dans nos bidons pour aller chercher encore. Ici, le problème environnemental demeure dans une vaste zone qui longe la forêt du Banco. Le poumon vert d'Abidjan, tout le sol est imprégné d'huile de moteur, menaçant la nappe phréatique. C'est pourtant cette même nappe phréatique qui alimente en eau potable la capitale économique. Quand on vient aussi là, on paye, on vient déposer. Donc on va mes matériels. Voilà mon Kijé qui est là. Ici, vous appelez le magasin, nous, dans nos jargons de une, on appelle Kijé. Donc c'est nos Kijé qui est là. Ouais. Et sur là, il y a de l'huile versée. Bon, une noire. Oui, une noire, ça ne reste pas. Comment tu as beau faire, ça va verser. Tu as beau faire, ça verse toujours. Tous les jours, ça verse. Mais on va faire comme on est dedans. Souvent, ça verse, on ramasse, on met dans le bidon, on dépose encore. C'est la même chose. Mais Roger ne mesure pas l'impact que cela a sur l'environnement et sa santé. Mais c'est ce même diamant noir qui l'a mené à l'hôpital et a mis pendant quelques mois sa vie en suspens. Roger avait des problèmes de peau et de respiration. Bien sûr, quand j'étais malade là, ça m'a paralysé. C'est ici maintenant que ça reste. C'est ça qui est là. Et puis ici là, tous mes 2 pieds. C'est comme ça, c'est resté. Et mon frère, lui n'est pas mon collègue, lui aujourd'hui n'est pas venu, c'est lui qui a eu pour lui. Moi, c'est ici, il a eu pour moi. C'est ce qu'on a eu. C'est arrivé comment? Bon, au début là, moi je pensais que c'était par lui. Je pensais que c'était par lui. Mais à la fin, c'est rentré dans mon ventre. Ça m'a hospitalisé, tout ça là. Pendant 4 mois. J'ai été hospitalisé. De là-bas là, ça a paralysé mon pied. Tout ça. Et j'ai eu ça. Donc c'est ça. C'est ça. Vous avez des brûlures? C'est lui là qui a fait ça. C'est ma brûlure quoi. C'est lui là qui a fait ça. C'est l'huile là, c'est l'huile qui a fait ça? Oui. Parce que nous, on entre dedans, nous, on ne porte pas surtout de sécurité. On ne porte même pas botte. Même si on est en tapette, on rentre dedans. Donc, c'est comment ça fait passer. Même si on est en tapette, on rentre dedans. Le recyclage de l'huile de moteur usagée est encore un problème en Côte d'Ivoire. Une filière de récupération s'est mise en place, mais trop de ce liquide dangereux finit encore comme combustible ou dans la nature. Pour traiter une noix, on dit mais qui motive? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, ce n'est pas quelqu'un. Parce que nous, on ne fait pas compte à quelqu'un pour dire que je travaille pour toi. Et puis, tu as nous motiver par aller chercher. C'est moi qui motive
mes amis, on travaille ensemble. Pourquoi vous continuez? Et puis on continue. Malgré la maladie que vous avez? Ouais, malgré la maladie, quand il m'a dit qu'il est dans la maladie, je suis venu, il a continué. Il fait toujours. Pourquoi? Huile de vinaigre. Il continue à faire huile de vinaigre. Parce que huile de vinaigre, moi, en vinaigre, c'est mon travail que j'ai connu depuis 2004. En 2024, ça me fait 24 ans. Donc, je ne sais pas où pour aller chercher le travail. Pour avoir tout ce que j'ai encaissé, qu'est-ce qu'il y a dans là. Je suis venu faire en même temps. Voilà, il faut venir par là, tu vas regarder. Voilà, c'est comme ça que ça arrive. Donc tu peux ouvrir. Tu peux regarder maintenant comment ils vont décharger. Parce que c'est comme ça qu'il va faire. Face à l'urgence de la pollution des sols, les autorités environnementales et ses partenaires privés envoient des émissaires pour sensibiliser. En 2021, le gouvernement ivoirien signe un arrêté qui régularise la collecte et le traitement des huiles usagées de moteurs. Oui. Donc voilà, en ce moment on reçoit ça, c'est comme ça qu'on les reçoit. Il y a une première décantation qui est là. Il y a une deuxième décantation pour tout ce qui est solide, ça peut être des boulons, des cailloux, des choses comme ça, pour éviter que ça endommage les moteurs qui propulsent ces huiles vers les tanks de stockage. C'est de l'huile que nous collectons depuis l'extérieur, aussi bien dans les garages, dans les mines d'or. Bon, il faut dire aussi qu'on collecte par moment aussi dans les citernes directement. Donc quand la citerne vient, elle n'a pas besoin de passer par les cubiténaires. Elle vient, elle aussi, elle a un tuyau qu'elle verse ici. Directement. L'huile usagée est catégorisée comme déchet dangereux, voilà, de manière internationale. Donc, c'est une huile qui est nocive du fait de sa composition. Il y a des métaux lourds, il y a plein de particules qui ne sont pas bien pour la santé. À telle enseigne que le contact, vous voyez qu'ils sont toujours des gants quand ils travaillent. Le contact avec la peau n'est pas bon. Sauf que sur le terrain. Voilà, sur le terrain, vous allez constater, quand on va arriver sur le terrain, vous allez voir qu'il y a des gens même qui ont été contaminés par l'effet des huiles. Ici, tout est carrelé, tout est blanc. Et moi, je vais à ce qu'il n'y ait jamais de saleté. Pour que ça reste toujours propre. Comme ça, quand il y a un problème, on voit ça automatiquement. 4 usines en Côte d'Ivoire sont prêtes à disposer de l'ensemble de matériel pour de tels traitements. C'est le cas de ANF, un des leaders dans l'industrie des huiles de moteur, aux côtés de Ultra Énergie et de la Société de récupération des huiles usagées de Côte d'Ivoire. Il est hyper important parce que de cette manière, vous recueillez de l'huile pure, comme si c'était sorti du pétrole. Parce que là, vous avez réussi, parce qu'après avoir fait la distillation, cette même huile que nous avons obtenue, qui est de l'huile distillée, après le premier traitement, est ramenée dans un autre chaudron. Là, on mélange avec un peu de terre décolorante. Nous, on prend de la terre décolorante alimentaire, un peu ce qui est utilisé pour les huiles de palme. Donc, on utilise entre 2 et 3% de terre décolorante, qui après est propulsée, après un chauffage jusqu'à 130-140 degrés, est propulsée maintenant vers un filtre presse, où on recueille maintenant toutes les particules qui sont restées dans l'huile distillée que la distillation n'a pas pu enlever. Ici, le liquide déchet est chauffé à plus de 1000 degrés et reprend une nouvelle vie. Clair et propre, ce qui ressort va pouvoir être utilisé à nouveau. L'usine a une capacité de traitement de 30 000 litres par jour qui proviennent de tous les garages de la capitale. Ici, vous voyez le produit fini visuellement. L'huile noire que vous avez vu verser là-bas, à la fin du process, voilà comment ça sort, avec l'additif. Et c'est ce produit que vous allez revoir maintenant dans les différents conditionnements qu'on va vous montrer. Voilà le conditionnement. On en a en 20 litres. On en a en fût de 200 litres. C'est ce bidon qui va aller ensuite dans le circuit de vente. Sur le marché. Nous, notre circuit de vente, ce sont des indépendants parce que le groupe pétrolier ne prend pas nos huiles. Les différentes stations, chaque station a l'effigie de sa marque, ne peut pas prendre une autre marque. Donc nous, ce sont des indépendants qui sont sur tout le territoire, les garagistes, les mécaniciens, les vulganisateurs, voilà, les magasins de revente de pièces détachées qui sont aussi vendeurs d'huile parce qu'ils ont des clients pour ça.
Ce sont eux qui viennent prendre directement les huiles chez nous ou que nous distribuons directement à leur site à l'intérieur. Avec cette huile, vous êtes sûr d'abord d'utiliser une huile qui protège votre moteur parce qu'elle respecte toutes les normes qu'il faut. Voilà. On fait de temps en temps des tests à Intertech qui nous donnent des résultats qui sont satisfaisants. Mais aujourd'hui se pose un problème de collecte. D'après les douanes ivoiriennes, environ 86 millions de litres d'huile de moteur entrent en Côte d'Ivoire chaque année. Seuls 10 millions de litres sont récupérés. Que deviennent le reste? Utilisés dans des moteurs de voitures ou encore dispersés dans la nature, la question reste jusque-là sans réponse. Mais il arrive que ces huiles se voient être réutilisées comme combustible, faisant naître une autre forme de pollution. Nous voilà à Lokodjro, commune de Yopougon. Sur toute l'étendue de cet espace qui forme le marché des fumeuses de poissons, un nuage de fumée blanc, plutôt toxique. Sous cette fumée, Léontine, fumeuse et vendeuse de poissons de mer, une activité dont elle a hérité de sa mère. Oui, il y a du bois, des bois rouges. Ça a du bois rouge, on fume, c'est qu'on prend pour faire le pain là. Ça, on prend pour fumer les poissons. Mais est-ce que les conditions, la fumée, ça vous fatigue pas? Ah, ça nous fatigue, mais c'est notre métier. Donc, on n'y peut rien. Sinon, ça nous fatigue. On ne dit pas non, ça nous fatigue, mais c'est notre métier. C'est ce qu'on a choisi. Vous avez déjà eu des séquelles dans vos yeux, respiration? Non. Bon, par la grâce de Dieu, on peut dire que tout va bien pour le moment. Tout va bien. Parce que, en tout cas, on a la santé, par la grâce de Dieu. Donc, on vit avec ça. Parce que ça me fait combien d'années ici dans le bord? Ça me fait quelque chose de 25 ans. Hein? Avec ça, j'ai des petits-enfants maintenant dans ça. Mais par la grâce de Dieu, je puisse courir encore. On souffre. En tout cas, c'est vraiment souffrance. Mais comme c'est quelque chose qu'on a habitué de faire, pour que les enfants mangent, pour que les enfants partent à l'école, pour qu'on puisse payer maison des ébriers. C'est pour ça qu'on est là. Sinon, vraiment, c'est dur. Mais on n'y peut rien. On n'y peut rien. Sinon, vraiment, le travail est dur. Vivre toute la journée dans une atmosphère irrespirable pour offrir aux consommateurs ivoiriens le poisson fumé dont ils raffolent. C'est le quotidien de Léontine. Au risque de développer des maladies respiratoires en inhalant les fumées toxiques, elle travaille sans relâche pour subvenir à ses besoins. Madame, demandez. Oui. Bonjour. Bonjour. On dit quoi ici? Ah, c'est le travail que tu vois là-dessus. Oh, le travail. Nous, Yako, ma soeur. Ah, chez toi, ça va un peu? Ça va. Dieu merci. Au moins, c'est venu un peu bon prix. Sinon, d'habitude, là, c'est toujours cher. Oh. Comment on va faire? C'est dedans, on est pour pouvoir faire les enfants, nous-mêmes se soigner. C'est de ça, on vit. Mais ces femmes utilisent l'huile de moteur comme combustible pour alimenter la braise qui sert à fumer le poisson. Mais elles ne sont pas les seules à être exposées à des risques environnementaux élevés. Les habitations à proximité souffrent aussi de la fumée. Ah, que la fumée fatigue les voisins. Voilà pourquoi nous voulons reculer. Nous savons que les gens viennent de construire des nouvelles maisons. Nous le savons très bien. Mais on va reculer. Nous allons reculer pour ne plus que la fumée va les gêner. Parce que tous ceux qui sont devant là-bas, nous tous on doit venir derrière pour pouvoir travailler. Parce que c'est de ça nous vivons. C'est ça on prend pour payer notre maison. On fait les soins, tous les trucs des enfants. Nous sommes des mères isolées. On n'a pas de mari, on fait comment? C'est ce qu'on prend pour faire. Sinon on était sur le site, il n'y avait pas de maison. Maintenant ils viennent de construire ces maisons. On n'y peut rien. Nous on leur demande pardon. Que nous allons reculer pour ne plus que la fumée va les gêner. On va reculer, la fumée ne va plus les toucher. Nous savons que construire aujourd'hui c'est de l'argent. Nous savons que construire maison aujourd'hui c'est de l'argent. Donc nous demandons pardon. Nous allons reculer pour ne plus que la fumée les gêne. Parce que c'est avec ça que nous on fait tout. Maison, l'eau, courant, nous-mêmes nos soins, l'école des enfants. Face à toutes les activités polluantes du sol, l'eau et l'air, les autorités doivent plus que jamais mener des actions fortes pour assainir notre environnement.
Nous sommes donc de retour sur ce plateau. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que nous tournons cette émission dans des conditions très difficiles parce que nous sommes en pleine période de Cannes et vous attendez donc tous ces bruits. Mais cela ne nous empêche pas de faire le tour de la question avec nos invités. Je suis avec M. Nda Kwadio Christophe qui est donc enseignant-chercheur à l'Institut de géographie tropicale. Et M. Kwame Kofi Roger, vous êtes spécialiste des questions technoscientifiques et écologiques. Vous êtes donc des personnes de ressources de qualité pour qu'ensemble nous puissions explorer quelques pistes de solutions et savoir d'abord si les Ivoiriens sont conscients de l'impact qu'ils ont sur l'environnement. Quelques commentaires? C'est toujours un plaisir de me retrouver avec vous, M. John J. Je crois que ça fait la deuxième fois voilà, que nous co-animons une émission. La première fois, c'était au sujet des inondations. Aujourd'hui, c'est toujours dans le domaine de l'environnement, toujours un plaisir puisque c'est ma passion. Alors, la question de savoir si les Ivoiriens sont conscients de ce qu'ils sont contributeurs de la pollution, je crois de l'air, du sol et de l'eau, puisque ce sont les trois réceptacles en matière de pollution environnementale, j'aurais une position quand même un peu mitigée, parce qu'à l'échelle, si on prend à l'échelle de l'individu, il faut le sachant pour savoir que l'acte qu'il pose voilà, contribue à la pollution. Mais pris voilà, la population dans son ensemble, bien entendu, avec beaucoup de signaux voilà, que nous traversons au quotidien. Voilà, on est tous conscients qu'ensemble, on arrive à quand même polluer voilà, ces trois réceptacles. Monsieur Kwame. Merci, monsieur John J. Et merci aussi à Live TV pour cette invitation. Je pense que, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Nda, je pense qu'à l'échelle individuelle, comme il a dit, la prise de conscience n'est pas véritable. Mais quand on prend globalement, avec les campagnes de sensibilisation et tout ce qu'il y a comme communication autour de la question de l'environnement, plus ou moins les populations et même les décideurs, en tout cas, montrent beaucoup de signaux quant à une prise de conscience relativement à la question de la pollution environnementale en Côte d'Ivoire. Ben, vous, quelles sont les situations de pollution environnementale auxquelles vous êtes confrontés dans votre quotidien? Je pense qu'au quotidien, chaque individu, chaque citoyen est confronté et participe même à des actes de pollution. Parce qu'il faut le dire, la pollution est consubstantielle à l'existence humaine. Voilà, parce que aujourd'hui, en fonction de l'évolution de l'être humain aujourd'hui, il est difficile de le concevoir sans des besoins vitaux, voilà, tels que manger et boire. Or, celui qui mange, celui qui boit, forcément doit restituer à la nature. Donc, d'une manière ou d'une autre, chaque individu, du moment où il existe, il participe à la pollution. Mais tout dépend du degré de pollution et de l'impact des déchets que nous rejetons. Au plan national, en prenant seulement la Côte d'Ivoire, je pense que la pollution, en parlant de l'environnement ivoirien, la pollution, elle est à plusieurs niveaux. Il y a au niveau des ménages, c'est-à-dire dans les villes, il y a l'impact global sur l'environnement total de notre pays. Et puis, il y a notre développement industriel qui est en train de croître progressivement. Donc, chaque jour, on voit les populations qui ont des attitudes qui ne sont pas des attitudes éco-citoyennes, qui participent aussi à la dégradation de notre environnement. Donc, je pense que chaque jour, autour de nous, et nous-mêmes, nous participons véritablement, d'une manière ou d'une autre, à la dégradation de notre environnement. Ceci me donne l'occasion, sans transition aucune, de revenir vers vous, vous qui êtes enseignant-chercheur, pour qu'on parle un peu de l'impact actuel de la dégradation donc, de l'environnement en Côte d'Ivoire. Alors, l'environnement est sérieusement impacté au niveau national. Voilà. Et comme je l'ai dit, au niveau que ce soit voilà, de l'eau, de l'air et bien entendu du sol. Alors je vais essayer d'être un peu explicite. Voilà, quand nous prenons au niveau de l'air, ce qu'il faut savoir, c'est que alors, pendant que nous, à travers le transport, l'utilisation des énergies fossiles, voilà, prioritairement notamment le gasoil, l'essence, le kérosène et voilà, tout ce qui est énergie fossile, quand nous l'exploitons à travers le transport, à travers l'industrialisation, à travers même l'agriculture, déjà nous sommes en train de rejeter dans l'atmosphère des particules, on va dire des molécules, voilà, de toutes sortes, notamment le CO2, le CH4,
le fluor, plusieurs gaz à composantes avec 3 molécules au moins qui vont constituer un effet de serre dans l'atmosphère. C'est une pollution. Je vais revenir un peu plus simplement sur la définition même de la pollution pour que le citoyen lambda puisse comprendre. La pollution, c'est juste que le réceptacle a ses conditions ambiantes naturelles. Je veux dire que quand vous prenez l'eau, on connaît la composition chimique naturelle de l'eau. Mais s'il y a d'autres particules, d'autres éléments qui viennent s'ajouter à la composition naturelle du réceptacle, voilà, ça devient une pollution. Quand on prend l'atmosphère, naturellement, l'atmosphère est composée essentiellement de gaz. Mais il se trouve qu'il y a des seuils, il y a des normes, voilà, qui constituent l'équilibre. Mais si on rejette beaucoup plus qu'il en faut, ça devient une pollution. Si on ajoute autre élément à ce qu'il en faut, ça devient aussi une pollution. Voilà, donc par nos activités, nous rejetons, quand nous défrichons les forêts, d'abord il faut savoir que les forêts sont les puits, voilà, qui séquestrent tout ce qui est gaz. Donc ce sont les filtres, voilà, de l'atmosphère. Et quand par nos activités, notamment par l'agriculture, même ne serait-ce que l'implantation des villes, par l'implantation des infrastructures routières et bien d'autres, alors nous sommes en train de libérer tout ce que cette forêt-là a emmagasiné. Et je ne vais pas aller au niveau industriel, ce n'est plus à démontrer. Voilà, et donc déjà c'est cela. Au niveau de l'eau, aujourd'hui il y a beaucoup, voyons notre lagune. Notre lagune est malheureusement polluée à un certain niveau qui devient exagéré parce que même les déchets, voilà, ménagers se retrouvent dans la lagune à travers les canaux. Quand vous prenez les déchets industriels qui sont directement parfois canalisés dans les ressources d'eau, quand vous prenez les déchets sanitaires, vous comprenez que bien entendu ça va modifier la composition naturelle de ces réservoirs d'eau. Vous comprenez? Je ne voudrais pas vous couper, mais je voudrais dire que quel est le danger qu'on court quand on vit dans un environnement où une lagune comme celle que nous avons est polluée de tout ce dont vous parlez? Voilà, le danger c'est que non seulement cette lagune constitue un équilibre dans notre environnement, et dès que l'équilibre est perturbé, ça va impacter notre vie quotidienne. Je prends un exemple. C'est clair que à travers ces lagunes, nous pêchons les bons poissons mâchoirons que nous mangeons partout. Vous comprenez? Mais ces mâchoirons vivent dans un environnement et l'environnement, c'est la lagune. Et quand la lagune est polluée, il se trouve que c'est tout ce que nous rejetons comme pollution, comme polluant, se retrouve dans l'organisme du poisson. Et quand vous, hommes, vous consommez ce poisson-là, alors vous êtes en train de recevoir aussi dans votre organisme toutes ces particules. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission. Je voudrais quand même qu'on parle de certains phénomènes qui, si on y prend garde, risquent, n'est-ce pas, de causer plus de préjudice qu'on le croit. Alors, je veux parler de cette montée d'eau. Hein. On attend que la mer, d'ici 5 à 10 ans, risque de ravager certains villages qui vont disparaître. Quelles dispositions à prendre pour éviter ce drame? Et autre chose, la plupart de nos mécaniciens, avec l'huile de moteur, déversent donc tout ceci à la forêt du Banco. C'est devenu donc le lieu choisi. Hein, et ils le font de façon délibérée, mais ce qu'ils oublient, c'est que la nappe qui nous permet d'avoir l'eau potable vient de là. Je veux dire que c'est quand même irresponsable et imprudent de faire courir autant de dangers à une population. Je veux dire qu'avec tous ces phénomènes-là, quelles sont les dispositions à prendre pour nous éviter tout cela? Ah, j'oubliais même un détail, c'est-à-dire que le poisson que nous aimons, vous avez parlé de poisson tout à l'heure, mais les femmes qui fument le poisson, là, c'est avec cette huile-là aussi qu'elles mettent comme accessoire pour pouvoir travailler leur poisson pour nous le revendre après. Je veux dire que, comment en est-on arrivé à là? C'est quand même une question assez difficile parce que ça va commencer déjà par relever du pouvoir régalien de l'État.
Voilà, je crois que l'État devait, et l'État même a pris des mesures, mais quitte aux populations de l'entendre et de s'exécuter. Voilà, je veux parler par exemple de la montée des eaux qui est un phénomène global. Hein, ça ne dépend pas forcément de ce que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous menons comme action. C'est parce qu'il fait de plus en plus chaud et les glaciers fondent et par dilatation, l'eau monte. Et nous sommes dans une région où, je vais dire, l'eau monte également. Mais nous, en tant que pays pauvre, quelles sont les ressources que nous avons pour freiner voilà, ce phénomène? Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui aux populations, c'est de quitter ces zones qui sont devenues des zones à risque. Ce n'étaient pas des zones à risque il y a peut-être 20, 30, 50 ans, mais aujourd'hui, les zones sont menacées. Récemment, j'étais à un atelier de la validation du deuxième rapport biennal de la Côte d'Ivoire. Mais pendant qu'on était dans un hôtel à proximité de la mer, on a vu les traces et on pensait que c'était fiction, mais ça nous a rattrapés pendant que nous y étions. Alors je crois que c'est déjà difficile à gérer, c'est extrêmement coûteux et d'ailleurs les mesures artificielles qui sont prises ne tiennent pas toujours longtemps. Voilà, donc c'est vraiment de jouer en amont sur le phénomène. Ça veut dire quoi? Il faut respecter toutes les consignes qui sont données à l'échelle mondiale, notamment sur notre consommation, notre façon de produire, la façon de transformer, la façon de se déplacer et tout ça. Et je crois que l'essentiel, c'est de faire en sorte que la température arrête de diminuer, c'est de faire en sorte que on parvienne au zéro carbone. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus produire des gaz à effet de serre, mais le truc c'est que ce que nous produisons, nos ressources, notamment forestières, doivent être capables de séquestrer. Voilà, de sorte qu'il y ait un bilan équilibré. C'est tout ce qu'on demande au niveau mondial. Donc ça, c'est vraiment l'action prioritaire. Maintenant, le reste, c'est l'urgence qu'on gère. C'est l'urgence qu'on gère. Et par contre, moi, j'encourage personnellement aux États ou aux individus d'anticiper. Voilà. Quand nous prenons, par exemple, les poissons que les femmes fument, déjà même, le fait de fumer les poissons et de mettre de l'huile, tout ce qui s'échappe dans l'atmosphère est polluant. Vous comprenez? Et malheureusement, je n'avais même pas cette information que les huiles de moteur sont déversées dans la forêt du Banco, mais c'est un danger extrêmement regrettable. C'est un fait qui est avéré, dont tout le monde parle. Hein? Ah non, moi, peut-être qu'on est un peu trop enfoncé dans nos laboratoires, on n'a pas toutes les informations. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'une des solutions au niveau des instituts de recherche. Voilà, on n'avait pas cette habilité, on n'était pas habilité quand même à communiquer à un certain niveau sur les résultats que nous produisons, si ce n'est pas dans la communauté scientifique. Mais aujourd'hui, je crois que plusieurs voies sont en train de booster les chercheurs à pouvoir faire de la recherche active, notamment communiquer eux-mêmes ou bien même faire promouvoir leurs résultats. Mais nos étudiants aujourd'hui savent très bien le faire. Moi, je prends le département de géographie ou l'Institut de géographie tropicale dans lequel je suis. Déjà, il y a les étudiants qui ont créé Climate Student. C'est-à-dire qu'ils veulent, eux, ils sont des sachants. Donc, ils veulent ramasser toutes les informations pour les communiquer efficacement. Il y a au moins 6 ONG d'environnemental, on va dire, oui, c'est ça, environnemental, qui sont créées par les étudiants et qui ont de bonnes audiences aujourd'hui. Et je crois que même les enseignants et chercheurs doivent emboîter le pas parce que c'est eux qui savent plus et communiquer sera plus facile, facilement perceptible. J'aurais bien voulu vous retenir encore longtemps, mais sauf que je me dois de respecter l'heure qui est impartie à cette émission. Monsieur Kwame, c'est avec vous que nous allons conclure. Je voudrais juste que vous regardiez une des caméras et puis lancer un appel donc à l'endroit de ces populations qui ne sont pas encore conscientes qu'il y a un danger réel qui nous guette. Et que tout ce qui a été dit ici là soit vraiment pris en compte pour que demain, les mêmes erreurs ne nous causent pas de préjudice énormes. D'accord. Merci beaucoup, M. John J. Merci à notre enseignant-chercheur sur le plateau. À l'endroit des populations, particulièrement à l'endroit des populations, je voudrais les appeler véritablement à suivre le code
d'utilisation de notre cadre de vie, le code d'assainissement, le code environnemental, parce que tout ce qu'on leur demande de faire, tout ce qu'on fait comme promotion, sensibilisation en termes d'attitude éco-citoyenne, c'est plus dans leur intérêt. C'est plus dans leur intérêt puisque aujourd'hui, lorsqu'on prend la répartition géographique de nos sociétés, on trouve que les quartiers périphériques sont plus pollués, sont plus dégradés que les quartiers dits UP. Donc aujourd'hui, ceux qui sont susceptibles de subir plus ou moins les conséquences en profondeur de la pollution environnementale, je pense que c'est bien les populations qui n'ont pas encore compris. Donc il est véritablement important aujourd'hui pour ces populations de commencer à s'approprier les règles de l'environnement, les codes prescrits par le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Assainissement, pour que, en tout cas progressivement, on commence à améliorer notre cadre de vie et puis éviter, en tout cas, beaucoup de choses. On a vu la Covid-19, c'est lié au fait que notre occupation de l'espace engendre des conséquences qui font que forcément, il y a des micro-organismes qui se retrouvent dans notre environnement qui sont des facteurs de maladies graves pour nous. Il est important que nous soyons en symbiose avec nos autorités pour essayer en tout cas, d'adopter les bonnes pratiques. C'est ce message-là que je voulais passer, en tout cas, à nos populations. Merci beaucoup, M. Diop. Merci à vous, M. Nda. Merci, M. Kwame Kofi. Merci d'avoir répondu donc à notre appel. Je voudrais, en guise de conclusion, demander aux uns et aux autres, n'est-ce pas, c'est un devoir, c'est une obligation pour chaque Ivoirien, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, d'être donc un gardien responsable de son environnement. Oui, nous n'avons d'autre choix que de protéger notre environnement. Parce que si nous sommes complices de sa dégradation, ça voudrait dire que nous avons fait le choix définitif de nous tirer une balle dans le pied. Et ça, excusez du peu du mot, mais c'est vraiment irresponsable sur toute la ligne. Merci de l'intérêt accordé donc à ces échanges que nous avons eus avec ces personnes de qualité qui ont bien voulu interpeller les uns et les autres pour que nous prenions conscience. Il y va de notre santé, il y va de notre équilibre et il y va de notre bien-être. On se retrouve dans 2 semaines pour parler d'autres sujets. Si ceci ne vous a pas convaincu, que vous estimez que des critiques sont les bienvenues pour nous amener à nous revoir et apporter encore d'autres valeurs ajoutées à cette émission, eh bien, vos critiques sont les bienvenues, car c'est avec vous que nous avons décidé de faire chemin. C'est pourquoi chaque jour que Dieu fait, il aura toujours problème. Et tant qu'il aura problème, nous serons sur ce plateau pour en débattre sans faux fuyant. À bientôt.